Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale où nous allons traiter des sujets d'actualité. Et pour cela, j'ai comme invité à ma droite M. Khalid Diallo, conseiller du candidat Sidi Mohamed Ould Boubacar. M. Khalid, bonsoir. Bonsoir. Et juste à côté, Dahaba Djibril Diaganan, membre du bureau politique UFP. Bonsoir. Bonsoir. À l'opposé, j'ai Aminata Sow, dite Penda, membre du bureau politique UPR. Madame Aminata, bonsoir. Bonsoir. Et aussi, juste à sa côté, il y a Hassana Boukreis. Hassana Boukreis est chargé de mission du candidat Mohamed Cheikhoul Ghazouani. Bonsoir. D'abord, on va commencer. Pour la première fois dans son histoire, la Mauritanie a connu un président de la République qui a fait ses 2 mandats, puis a respecté la Constitution. Bien sûr que la Constitution lui interdisait de briguer un 3e mandat. Et cet homme est le président Mohamed Ould Abdelaziz, qui d'ailleurs va bientôt passer la main à son successeur. Le 22 juin 2019, la Commission électorale nationale indépendante a organisé l'élection présidentielle en Mauritanie, un scrutin jugé par les observateurs internationaux comme nationaux comme étant crédible et transparent, selon ces observateurs bien sûr, mais pour l'opposition, il en est autre. Donc, il parle d'un hold-up électoral. Tout d'abord, je vais poser une question générale pour tous. La question que je vais poser, je vais commencer par M. Khalid Diallo. Comment avez-vous vécu cette présidentielle? Diagana, cette présidentielle, je pense qu'on l'a tous vécu à des différents degrés. Et personnellement, ça m'a permis de voir la misère qu'il y a dans ce pays. Parce que j'ai eu la chance de sillonner la Mauritanie. Donc ce n'est pas des choses que j'ai appris au cours de 2-3 jours ou au cours de 15 jours. Avant ça, on est allé à l'intérieur de la Mauritanie en situation de pré-campagne. Ensuite, on est allé pendant la campagne. Et la réalité, elle est frappante. La misère, elle est énorme. Énorme. Énorme et partout en Mauritanie. Et c'est ce qui m'a le plus touché pendant ces élections-là. Mais je peux aussi dire autre chose. C'est que, et ça aussi tout le monde l'a vu à la télé, c'est-à-dire les masses populaires mauritaniennes. On a senti que le peuple était prêt, que le peuple voulait le changement, que le peuple voulait quelque chose de nouveau. Ça, c'était visible. Oui, c'est une question pour rentrer dans le sujet. Je vais poser la même question à Madame Penda. Comment avez-vous vécu cette présidentielle? Pour moi, on a vécu ces élections comme tous les politiciens mauritaniens, dans la tranquillité, la sérénité, dans le respect. Les élections se sont passées pour moi dans une atmosphère apaisé. Je disais très paisible, parce que j'ai été dans des plateaux quand même télévisés avec les autres porte-parole des candidats ou comment on les appelle, les électeurs, les porte-parole des candidats de l'opposition. Des partis, des candidats de l'opposition et leurs supporters, quand même, comme je dirais, leurs militants. Et ce que j'ai essayé, c'est qu'on avait dit qu'on devait quand même au moins qu'il devait y avoir une éthique ou une déontologie dans ce qu'on est en train de faire. On se respecte. On est dans une période d'élection qu'on devait se respecter les uns des autres. On n'avait pas besoin de s'insulter, on n'avait pas besoin de se dire de n'importe quoi. On devait respecter chacun d'entre nous, son candidat avec son programme. C'est ce que et au contraire, à la différence de ce que les différents candidats d'ailleurs ont respecté. Je crois que la campagne sans exception, je dirais, passé sans violence. Violence. Parce que pour moi, en fin de compte, c'est la Mauritanie qui gagne. Pour moi, c'est la Mauritanie. Je sais que c'était un peu légitime que quelque part, que les militants se mettent à s'arracher les photos, qu'on déchire par là des photos d'un candidat, qu'on rentre dans des tentes de tel candidat. Chez nous-mêmes, en tant que militants avec le président Ghazouani, on a été acculés par des jeunes qui sont venus dans notre meeting à Sebra et qui sont rentrés crier, faire du n'importe quoi. Mais on a respecté, on a fait notre discours, on a fini, on est parti. Ça c'est passé ici. Merci, Mais je veux dire que le respect, il devait être réciproque.
Merci. Donc la campagne, elle était ouverte. On n'avait pas besoin d'être dans un meeting, par exemple, de Boubacar ou de quelqu'un d'autre et se mettre à s'aimer à la pagaille. Mais quelque part, pour nous, on a dit que c'est des jeunes qui n'étaient pas en âge majeur, donc ils l'ont fait, bon. On n'a pas tenu compte de ce qu'ils ont fait. Mais l'essentiel pour moi, c'est que tous les candidats mauritaniens étaient tous à la hauteur. Et l'essentiel pour moi aussi, c'est le directoire de campagne. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit un mot qu'il ne devait pas dire. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Et c'est l'essentiel pour moi. Et en fin de compte, que mon candidat ait gagné au premier tour avec 52%. Ça, on va y revenir. On va y revenir. Je lui dis un grand bravo ici. Ça, vous êtes en train d'anticiper. Monsieur Boukhéré, c'est la même question aussi. Comment avez-vous vécu cette présidentielle? Merci, M. Diagana. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'invitation, de nous permettre de s'exprimer autour de cette table, de cet événement. Nous avons vécu cet espace de 2 semaines comme une excellente période où chaque candidat avait l'occasion de présenter son projet, le projet qu'il a pour le pays, ses ambitions. Et nous l'avons fait nous aussi. Notre programme a été largement diffusé, il a été expliqué et nous avons compris que les citoyens mauritaniens, lors du scrutin du 22, a voté pour le candidat Mohamed Ghazouani eu égard à la qualité de son programme. Donc voilà. Merci. Dahaba, c'est vous qui restez. Comment avez-vous vécu vous aussi? C'est une question que vous allez répondre. Merci. Je me retrouve dans la réponse de mon ami Khali, qui représente aussi un candidat de l'opposition dans la sérénité. Je pense qu'il l'a exprimé de façon très claire. Par contre, je voudrais rebondir à la façon dont vous avez introduit l'émission, comme quoi, pour la première fois, la Mauritanie assiste à une élection où un président a effectué ces deux mandats et qui serait sur le point de donner le relais à un autre qui, entre guillemets, a été élu dès le premier tour à travers une élection que je ne qualifie pas seulement de hold-up électoral, mais surtout d'un amusement que le régime en place n'a jamais d'ailleurs cessé de faire depuis les 10 dernières années. Mais par contre, l'autre fait historique, c'est que pour la première fois, on assiste à un 3e coup d'État, cette fois-ci électoral, avec le même général qui a fait 2 coups d'État. Il n'y a jamais 203. Donc, il vient de faire un coup d'État électoral avec une force violence, comme l'a dit notre ami du camp de la mouvance présidentielle, comme quoi les élections se seraient déroulées dans la sérénité. Je pense que c'est le contraire. Si un président de la République en exercice use des moyens de l'État, part au palais de congrès pendant que la commission dite indépendante électorale n'a même pas proclamé les résultats, se permet de proclamer avec son ami comme quoi ils ont gagné l'élection. Je pense que ça, c'est une violence morale que le peuple mauritanien a subie, mais depuis lors n'a jamais cessé en quelque sorte d'exprimer le contraire de ce qu'eux ils ont dit, parce qu'ils sont conscients qu'ils ont voté pour le changement et là ils assistent à un vol électoral, à une violation de l'expression populaire du changement. Je vais revenir sur Khali. Khali, on a vu des sondages par-ci, par-là, qui donnaient des résultats très favorables à votre candidat, en l'occurrence Sidi Mohamed Ould Boubacar. Êtes-vous déçu après la proclamation des résultats provisoires par le Sénat? Au-delà des sondages, vous savez, il y a ce qu'on appelle la propagande qui se joue un peu partout. Mais je pense que si on est sincère dans le débat et sans se jeter des pierres, si on veut se concentrer sur la réalité, tout ce qui fait naître aujourd'hui le désordre qu'il y a dans ce pays-là, les brûlures de pneus, la violence qu'il y a eu post-électorale, je pense que le camp de Ghazouani en est le premier responsable et je m'explique. Je n'accuse pas gratuitement comme ça les gens. À 13h moins le quart, Hassan Lebat, qui est un frère, un ami, qui est d'ailleurs le chargé de communication de Ghazouani, a mis, et j'ai des captures d'écran, personne ne peut me démentir, ça veut dire de ce que je dis, a mis sur Facebook à 13h45, Ghazouani gagne les élections en Mauritanie. Est-ce que cela, alors, attendez, c'est pas de bonne guerre, c'est pas de bonne guerre, non. Non, c'est pas de bonne guerre. Vous savez, dans un pays fragile comme la Mauritanie, où il y a eu une campagne que je qualifie moi-même des fois d'identitaire, hein,
Donc, si quelqu'un se permet, dans une atmosphère de méfiance et d'incertitude, se permet de dire nous avons gagné, mais s'il vous plaît, ne me dites pas que c'est de la propagande, que c'est de bonne guerre. C'est là mettre l'huile sur le feu. Et c'est à partir de là, en plus de ce que dit Dahaba par rapport au palais de congrès, où le président de la République et puis son candidat se permet de dire nous avons gagné, avant même que la CENI ne dise les résultats provisoires. Hein. Les résultats provisoires ne sont pas sortis. Après, moi, personnellement, je ne me suis pas surpris de voir ce qui s'est passé. Nous avons vu, et on va y revenir tout à l'heure, parce que je ne voudrais pas avoir un débat de confrontation, je voudrais avoir un débat d'idées ici. Et c'est pour ça, quand je dis les premiers responsables, vous savez, la première violence qui a été cultivée par le camp de Ghazouani, elle est très claire. Quand un président de la République, qui est soumis à un principe de neutralité en pleine élection présidentielle, se permet d'ouvrir la campagne à Nouadhibou avec le candidat, son candidat, s'il vous plaît, ne me dites pas que oui, c'est de bonne guerre. Si on voit le président, le candidat, même pas le président, le candidat Ghazouani, avec un avion, s'il vous plaît, je finis. Est-ce qu'il a le droit de soutenir au Ghazouani? Il n'a pas le droit de soutenir dans une campagne électorale. Mais ça, on parle en termes de droit. On ne parle pas en termes de je représente tel candidat ou tel candidat. Ici, moi, je représente avant Boubacar, avant tous les candidats, je représente la Mauritanie, sa stabilité et sa sécurité. Il faut que ça soit très clair. Mais je voudrais dire, quand Ghazouani se permet d'avoir un avion de l'armée militaire et qu'il fasse la campagne avec, et qu'après la seule salade qu'on nous sert c'est qu'il le loue, mais on est en train d'insulter la République. S'il vous plaît, ce qui s'est passé, ça s'est passé. Maintenant, moi je voudrais après peut-être que les autres aient parlé, je voudrais, pardon Dava, je voudrais aller après dans un débat de où allons-nous, qu'est-ce qui se passe réellement, pourquoi tous ces blindés sont stationnés, pourquoi 5e, 6e Arafat sont blindés par des... On va en discuter après. Je viens sur ce point. Monsieur Bourrès, donc en entendant Khalid, Monsieur Khalid Diallo, les violences ont été orchestrées par votre camp, le camp des partisans de Ghazouani. Êtes-vous d'accord avec lui? Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui, mais je comprends sa frustration parce que, comme vous l'avez si bien dit, d'après les statistiques qu'ils avaient, ils passaient déjà au premier tour et d'ailleurs même le candidat Mohamed Boubacar avait dit dans son meeting de clôture qu'ils vont passer au premier tour. Et je comprends, quand déjà on était dans l'euphorie de la victoire et on se retrouve en 3e position, je comprends leur frustration. Ce qu'a publié M. Lebat... Comment vous le faites? Je vois que c'est une publication. Alors, quand on veut justifier ce qui s'est passé en post-électoral parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà signé la victoire avant terme, je trouve quand même que c'est tiré par les cheveux. Ça, c'est dingue. Pour ce qui est du palais de congrès, partout ailleurs, il est connu qu'après les élections, on fait ce qu'on appelle une soirée électorale. Une veille électorale, ça se passe un peu partout. Je suppose que d'ailleurs, même les autres candidats les ont organisés. Et il n'y a aucun texte qui interdit qu'un candidat, et d'ailleurs je souhaiterais quand même corriger assez souvent, Ghazouani est le candidat, c'est un candidat indépendant, il s'est porté candidat, il n'est le candidat de personne. Une fois sa candidature a été prononcée, il y a beaucoup de soutien, dont celui du président Mohamed Abdelaziz, et c'est un soutien qui nous a beaucoup honorés, parce que les autres nous reprochent de ne pas avoir ce même soutien. Mais ce n'est qu'un soutien, c'est un candidat qui est indépendant, qui a mis un programme qui est très ambitieux. Et quand on le lit, on comprend que c'est quelqu'un qui a bien compris la problématique en Mauritanie et c'est des gens qui se projettent déjà dans l'avenir. On va revenir sur ce programme. Je veux revenir, avant le programme, je veux revenir un peu sur cette veillée. Je veux revenir un peu sur cette veillée. La déclaration qui a été faite par le candidat Mohamed Ghazouani à 4h15 du matin, il n'a jamais dit qu'il avait gagné les élections. Il a dit à 80% des résultats, le résultat ne changera pas. C'est tout ce qu'il a dit. Maintenant, il se base sur quoi pour dire que les résultats ne changent pas? Il se base sur quoi? Il se base sur quoi? Il se base sur les 3863 bureaux. Nous avons des représentants qui ont tenté, et ça aussi c'est le salut des nouvelles technologies, ont tenté, envoient une copie du procès verbal qui est centralisée. Et puis, avec une application informatique, vous avez le résultat. Donc, c'est quelque chose qu'il a dit, parce que tout simplement, à cette heure-ci, les tendances étaient déjà très claires.
Bon, il pouvait changer de quelques voix, mais la tendance est déjà... Ma question, c'est par rapport à ces violences, parce que Khalid vient de le citer tout de suite, c'est par rapport à ces violences, Madame Penda. C'est votre camp, le camp du pouvoir, le camp de la question que je vais poser, c'est ça. Il faut répondre à Khalid. Mais ce n'est pas à Khalid de poser la question. Non, c'est à vous de poser la question. Il vous a accusé. Je vous donne. J'ai avancé des arguments. Non, vous avez avancé des arguments. je vous donne l'occasion de le répondre par rapport à ce qu'il vous a accusé. Je vais répondre, mais avant de passer à cela, permettez-moi au moins quand même de revenir sur le sujet. C'est que Mohamed Ould Abdelaziz, il était élu pour son premier mandat. Il est passé dans un deuxième mandat. Et je pense que tous les Mauritaniens ont entendu que lui, il ne voulait pas se présenter pour un troisième mandat. Ça, on est unanime là-dessus. Non, je termine. La question du troisième mandat, on l'a dépassée. Il a respecté la Constitution et on le salue ici ce soir, à partir de votre plateau, pour l'alternance pacifique qu'il a accepté quand même, au moins. Ça, c'est vu autour on le salue de pour tout ça. le monde. Oui, ça, on passe. Le deuxième point, c'est que Mohamed Ould Ghazouani, Cheikh Mohamed Ahmed Ould Ghazouani, qui est passé. Mais attendez, le Sénégal qui est un pays frère ici, mais il y a combien de mois que le Sénégal est passé, a fait les élections, comme nous. Mais Macky Sall, la veille, il s'est tenu devant tout le monde et il a dit qu'il a passé. Mais dire je passe là. Est-ce qu'on doit prendre l'exemple du Sénégal? Mais attendez, on n'a pas besoin de prendre l'exemple. Non, j'ai dit. Ah, vous avez pris l'exemple du Sénégal. Les Mauritaniens. Mais autant, le Mali, attendez. Ouais. Non, attendez. Non, j'aimerais bien que vous répondiez à la question. Attendez, nous sommes dans un plateau. Attendez, laissez-moi, comme mes frères, mais il faut répondre à ma question. Attendez, je vais répondre à votre truc. Moi, je sais que le jour du vote, le 22, j'étais à Sebra. Je suis leader politique à Sebra. Je suis connu à Sebra. Khalid sait que je suis à Sebra. Je suis leader politique. D'où viennent ces violences? Je n'ai jamais entendu parler d'une violence le jour du vote. Non, on ne parle pas du post-électoral. Non, je ne suis pas au courant. À Sebra, la veille, j'ai dit qu'il y avait le jour du meeting. Le jour du meeting de Sebra. On était en face de la préfecture de Sebra vers l'hôpital Dia. Tout le monde sait qu'on a été truqué par des jeunes entre les 12 et 14 ans qui sont venus dans notre meeting, en plein meeting. Il y avait le coordinateur. Moi, je ne dis rien. Moi, j'ai dit que c'est une jeunesse. J'ai dit que c'est une jeunesse qui est rentrée dans un meeting. J'ai dit, moi, je n'ai pas accusé un candidat. Moi, Penda Sow, je n'ai pas accusé. Mais attendez, mon frère, je ne vous ai pas coupé, s'il vous plaît, et vous aurez votre parole. Vous aurez le mot pour dire ce que vous voulez. J'ai dit, je ne sais même pas d'où est-ce qu'ils sortent. Je ne sais même pas d'où est-ce qu'ils sortent. Mais attends, je termine quand même. Faut pas me couper. Une gestion chaotique. Il faut 5 minutes, je vais vous respecter. Et s'il vous plaît, même si j'ai 1 minute, respectez-moi au moins. J'ai dit que dans le meeting de Sebra, c'était la journée du 19, à 21h15, nous avons eu une foule de jeunes entre les 12 et 14 ans. Ils sont venus dénoncer les éléphants blancs que vous défendez. Moi-même, j'ai fait mon discours, ils ne m'ont rien dit. Mais le coordinateur, est-ce que vous avez déjà dirigé le pays pendant 10 ans? S'il te plaît, de vous à moi là, il n'y a rien. De votre candidat à moi, il n'y a rien. C'est un Mauritanien. Je le respecte autant que tous les candidats mauritaniens. Je n'ai rien contre vous. Attendez, mais attendez, laissez-moi quand même terminer mon argument. On la laisse terminer, après je vous donne la parole. J'ai dit que la soirée du 19 juin, on était dans en plein meeting de Sebra. On préparait aussi le meeting le lendemain du grand meeting. Mais Madame de clôture de campagne. Attends, je termine. On a été. Il parle de post-électoral. J'ai dit que moi, ça, après, depuis la création. Attendez, depuis l'ouverture de. Mais attendez. Après aussi la journée du 23. Ce qui s'est passé, c'est passé. Il y a des jeunes Mauritaniens. Les discours qui ont été faits. Mais vous avez écouté les audios. Vous avez entendu les vidéos circuler. Moi, je n'accuse personne. Quelle vidéo, quel audio? Mais attendez. Clarifiez l'opinion. Mais je n'ai pas besoin de clarifier. Tout le monde sait ce qui se passe. On est en Mauritanie. La question que je vais poser... Ce qui s'est passé, c'est des vidéos qui sont passées direct noir sur blanc, en couleur. Et où il y a un des candidats qui appelait au désordre. Et il y a d'autres aussi qui appelaient au désordre. Je n'ai pas besoin de vous le dire, mes chers frères. Je n'ai pas besoin. Moi, mon candidat, il n'a même pas parlé. S'il vous plaît. Mon candidat n'a pas parlé. Je n'ai pas dit quoi que ce soit. Je sais que ce qui s'est passé, c'est normal dans les élections. Après les élections, d'habitude, quand on prend la victoire, il y a toujours
des gens qui sont mécontents et qui vont se fâcher pour dire qu'est-ce que vous voulez. D'où viennent ces violences? Mais moi, je ne sais pas d'où vient. Ça vient de la rue, ça vient des jeunes. Ça vient des jeunes qui ont dit qu'ils anticipent parce que Ira ne reconnaît pas la victoire autant que Boubacar ne reconnaît pas, autant que quelqu'un d'autre ne reconnaît pas. Et ils sont en train de nous accuser pour dire qu'on est en train de truquer les élections. Moi, j'ai dit que nous, ce n'est pas la première fois qu'on est passé dans des élections. Moi, c'est la troisième fois que je passe dans des élections, où j'étais directrice de campagne, où j'étais aussi à l'UPR. Actuellement, je suis avec un candidat que je respecte. Je sais que tout ce qu'on a fait, ça a été correct jusqu'à la dernière minute. Le fait qu'on fasse une veillée électorale, c'est normal. C'est lui qui a voulu faire sa veillée, il l'a fait. On l'a fait, on ne l'a pas fait avec les moyens de l'État. On ne l'a pas fait avec les moyens de qui que ce soit. Mais je sais que Mohamed Ould Abdelaziz, que vous êtes en train de parler de Mohamed Ould Abdelaziz. Mais Mohamed, mais attendez, je vais vous les présenter en quels termes. Je suis qui? Moi, je n'étais pas le directeur de campagne. Allez-y au directeur de campagne leur demander. Vous demandez au porte-parole du candidat. On n'en est pas là. On est dans un plateau où on est censé parler des choses utiles pour cette Mauritanie. Surtout. Pour comment on va recadrer les problèmes qui se passent dans notre pays. On est un petit pays de 3,5 millions d'habitants. La paix, là, ce qui se passe en Algérie, là, ça va rester en Algérie, mes chers frères. Ce qui se passe au Soudan, là, ça va rester là-bas. Nous ne sommes pas ces gens-là, s'il vous plaît. Ce pays-là, j'ai dit que les citoyens mauritaniens, la même chose il connaît mieux que quiconque ce qu'il veut. Quelque part, vous avez pensé ou quelqu'un d'autre a pensé qu'il est le seul qui va être élu. Mais la réalité a prouvé que Mohamed Ould Ghazouani avait plus il faut respecter le débat, d'électeurs. Et les gens l'ont élu. Madame Sow, s'il vous plaît, je voudrais préciser une chose à Madame. Parce que Madame a avancé des arguments très graves en accusant l'opposition d'avoir attisé à la violence. Et je pense, et je l'ai dit, non, s'il vous plaît, dès le départ, j'ai été très clair. Attendez, ici c'est Nouakchott, tout le monde se connaît. Ici c'est la Mauritanie, on se connaît. On est une population de 3,5. On n'a pas besoin d'aller raconter ce qui ne se passe pas. Vous n'avez plus la parole. J'avais la parole. Non, vous n'avez plus la parole. Vous n'avez pas encore les données de votre pays. On n'est plus à 3 millions, on est passé à 4 millions et quelques. C'est important qu'une femme responsable qui se dit responsable d'un candidat puisse connaître le nombre de sa population. S'il vous plaît. Est-ce que vous trouvez normal ces exactions, ces manifestations où parfois les gens cassent les voitures partout, il y a des actes de vandalisme quelque part? Vous trouvez normal qu'un candidat use des moyens de l'État avec un chef d'État encore en exercice de ses fonctions, occuper le palais de congrès, proclamer une victoire? Vous pensez que ça c'est normal? Que le candidat a utilisé les moyens de l'État. Donnez-nous la preuve. Madame Sow, laisse-le parler, il va terminer. Non, mais ils peuvent pas partager la parole. Continuez. Alors, moi, je vous retourne la question. Est-ce que vous pensez que non, moi, je ne suis pas là pour répondre aux questions. Je vais vous inviter pour que vous répondiez à la question. S'il y a eu des exactions, c'est des exactions à dénoncer. Dans tous les cas, c'est des exactions qui ne proviennent pas ni de mon candidat, ni aucun candidat de l'opposition. Donc, c'est des gens qui expriment une colère, comme ils l'ont exprimé lors du meeting de Sebra le 19, parce qu'ils ont subi une violence préélectorale. Laissez-moi s'il vous plaît, quand ils sont venus pour contredire votre programme, pour dire que non, vous nous avez toujours promis ceci, on a déjà vécu 10 ans avec vous, ça suffit, tout ce que vous dites, c'est des choses que nous ne pouvons pas croire. Donc ces jeunes-là n'ont pas été envoyés ni par Biram, ni par Ould Maouloud, encore moins par Kanami Doubaba. C'est des gens qui viennent d'eux-mêmes. Qui viennent d'eux-mêmes. Alors, les candidats, je pense, tous les candidats appellent à l'apaisement. Je crois que tous les candidats... Mais surtout à la transparence. Non, du scrutin. Parce qu'on a vécu... Je parle après ces violences. Je parle après ces violences. On a vécu un scrutin. M. Diagana, vous avez dit tout à l'heure dans votre introduction que des observateurs. Mais de quels observateurs parlez-vous? Des observateurs. On a revendiqué à ce que l'élection soit observée. Le régime a refusé. On a demandé à ce que l'on soit représenté à la CENI. Ils demandent... Donnez-nous la liste des gens qui vous représentent. À travers ceux qu'on a envoyés, ils disent non, nous on ne veut pas Khali, mais on veut que ça soit Bourrès. On ne veut pas Dahaba, on veut que ça soit Madame Sow. Vous l'avez accepté? Non, on ne l'a pas accepté, on l'a refusé. On a demandé à auditer le fichier électoral.
Enfin, pourquoi vous êtes pas... Mais on est parti pour mettre en nu ce qui vient de se passer, de façon d'ailleurs dans la façon la plus flagrante. Donc vous vous attendiez à ce mais bien sûr, on s'y attendait, mais on est aussi obligé de participer à l'élection. Je vais donner Khalid. Je voudrais préciser une chose à mon frère Hassan Boukhres, que j'apprécie énormément parce qu'il est un homme du développement. Et je voudrais quand même lui préciser quelque chose de très important. Je respecte la vision, mais quand vous dites Qazouani, c'est le candidat de personne, c'est un candidat indépendant, ce n'est pas le candidat de Mohamedou Abdelaziz, avec tous les respects que je vous dois, c'est une chose que je ne peux pas accepter et je vais la démontrer. Dans l'interview de Mohamedou Abdelaziz à Jeune Afrique, soit quelques mois avant les élections, il a dit « j'ai mon candidat ». Allez-y, je vous envoie à la référence. Donc quelqu'un qui dit, s'il vous plaît, quelqu'un qui dit j'ai mon candidat, à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'il n'a pas de candidat. Après, je peux accepter, entre guillemets, sa candidature indépendante cautionnée par l'UPR, mais tout ça n'est pas le plus important pour moi. Mais je répondrai à Penda Sow. Je vais lui dire une chose. Vous savez, c'est trop facile de s'asseoir à un plateau télé, sur un plateau, et dire la violence ne vient pas de nous, rejeter la faute sur les autres. Ça, pendant, Madame Sow, il faut qu'à un moment donné, vous arrêtez et vous respectez les Mauritaniens. Il faut que vous respectez les Mauritaniens. Non, attendez, il ne faut pas que quand il y a des jeunes qui expriment, je dis bien, et je l'ai toujours dit, je suis quelqu'un de pacifique et je n'accepterai à personne de semer de la violence dans notre pays. Parce que nous, aujourd'hui, on est, contrairement à beaucoup d'entre vous, qui est avec le parti au pouvoir, qui est avec Mohamedou Abdelaziz, qui est avec Qazouani. Nous, on n'a pas de double nationalité. On n'a pas de visa pour sortir de la Mauritanie quand vous allez la brûler. Nos enfants, nos familles se soignent ici et vivent ici. Donc on ne va jamais accepter que la violence règne dans ce pays. Pour clarifier ça. Mais il est trop facile de dire, quand un jeune de 5e, quand un jeune de 6e, qui a la garde, qui a les bataillons blindés à son oreille, qui l'empêche à dormir, qui, quand le petit du quartier va aller acheter du couscous et se fait prendre par la police et qu'il est accusé qu'il va brûler des voitures, je pense que vous n'êtes pas, je le dis hein, avec tous les respects que je vous dois, vous n'êtes pas une digne représentante de CEPRA. Parce qu'aujourd'hui, oui, parce qu'aujourd'hui, c'est à CEPRA que se passe le pression. Non, il n'y a pas de retenue. Parce que c'est à CEPRA que se passe l'oppression. S'il vous plaît. C'est à CEPRA que se passent les violences contre les jeunes de votre pays. Si vous vous asseyez ici pour dire que la violence, parce que c'est Iran, non, elle a accusé Biram, il faut que ce soit clair. Elle a accusé Biram, elle a dit que c'est Iran, elle a dit ici, sur le plateau. Donc, il faudra qu'à un moment donné, avec tous les respects que je vous dois, si vous n'avez pas commencé, je ne vais pas vous répondre comme ça. Je n'ai jamais parlé dans il faudra qu'on arrête. Parce que mon adversaire, pour moi, tout ce qu'il fait, c'est le but de la victoire. Madame Sow, je peux vous empêcher de parler, mais laissez-moi finir mon avis. Je finis mon point. Je finis mon point et je vous laisse parler. Je ne peux rien faire pour vous empêcher de parler. Mais je finis mon point. Je finis mon point. Je finis mon point. Madame Sow, je finis. Si vous voulez, vous me donnez 10 secondes, je respecterai ce que vous voulez parce que vous êtes un journaliste. Madame Sow, aujourd'hui, notre pays est en train de traverser une crise et nos jeunes de nos quartiers, CEPRA, Elmina, 5e, 6e, Médinaire, Sokojim, se font. Écoutez, je parle avec raison, je ne parle jamais avec le cœur. Tu veux aider la Mauritanie à sortir de ce problème. Si vous m'écoutez, vous saurez que je ne parle pas avec le cœur. Comme si tu avais des Comme on dit à Hassani, s'il vous plaît, Madame Sow, on est arrivé à un certain stade où quand vous dites que vous ne s'aimez pas la violence et que Samba Cham se prend sur l'ordre de votre candidat dans sa propre maison, que des journalistes se prennent, qu'on les ramasse dans leur maison pour les mettre derrière, c'est sur ordre de votre candidat et du président Mohamedou Abdelaziz. Je le dis à la télé et j'assume toutes les conséquences. Merci. Vous voulez, écoutez, vous voulez calmer le jeu, vous voulez calmer la violence et vous prenez les enfants du peuple, les enfants du pays, vous les mettez en prison. Samba Cham, jusqu'à présent, personne ne sait où est-ce. S'il vous plaît. À me dire pour CEPRA. Moi, j'habite à CEPRA. Qu'est-ce que vous savez de CEPRA? Qu'est-ce que vous savez de CEPRA? Je ne sais pas de CEPRA. Vous savez rien de CEPRA. Qu'est-ce que je ne sais pas de CEPRA? Parce que si vous saviez de CEPRA, vous n'allez pas parler comme ça. S'il te plaît. Je vous respecte. S'il te plaît, pour moi, les gens qui sont dans la rue. Attends. Parce que pendant très longtemps. Attendez-moi, je ne suis pas venu pour être devant un barreau. D'abord, je ne suis pas venu pour être devant un barreau. Et vous n'êtes pas des juges. S'il vous plaît, laissez-nous parler entre responsables. Laissez-nous entre. Moi, ce racisme-là, il m'a fait. Regarde, ce problème de
suis une folle comme vous, s'il vous plaît. Je suis une folle autant que vous. Vous êtes des négros de la Mauritanie, je suis une nègre de la Mauritanie. Moi, je représente. Ne dépassez pas les peuples. Nous sommes des Mauritaniens. Mais moi aussi, je suis une Mauritanienne. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Je vous demande de rester. Mais toi, ce que tu es en train de dire, comment tu es pas tenir ce discours. Je vais arrêter cette émission. Mais moi, s'il vous plaît, c'est pas ce qui nous amène ici. J'habite à Sebra pour ton information. C'est pas ce qui nous amène ici. J'ai voté à Sebra. Pour moi, quand il y a des chars dans la rue, c'est pour un maintien d'ordre. Ouais. Non, s'il vous plaît, laissez-la parler. Pour moi, c'est un maintien d'ordre. Ici, c'est un pays, c'est pas la jungle. Attendez-moi, s'il vous plaît, de grâce. Nous sommes dans un pays, en état. Il y a la constitution, il y a le pays, il y a des choses. C'est l'exécutif, il y a des choses, c'est l'armée qui gère. Quand il y a des problèmes qui se passent, je trouve normal que l'armée ou les militaires ou la police ou quelqu'un sorte pour nous sécuriser tous. Attendez, je ne sors pas de ce cadre. Je ne sors pas de ce cadre. Vous êtes au courant que le ministre de l'Intérieur avait dit qu'il y a des maires étrangers. Je ne suis pas au courant. Dis-moi pourquoi. Parce que je lisais sur Internet, l'Internet est coupé. La télévision, je n'ai pas le temps parce que j'étais dans la campagne jusqu'à aujourd'hui. Là où je viens là, je reviens du palais de congrès El Mourabitoun. Je suis la responsable des femmes dans la coordination des initiatives nationales de Mohamed Ould Ghazouani. Donc j'ai des choses, je suis en train de m'occuper des choses. Moi, je ne suis pas comme les autres, je n'accuse pas à tort. Je n'ai rien à voir là-dedans. Mais ce qui est essentiel pour moi, c'est cette Mauritanie aujourd'hui. Cette Mauritanie, elle m'est très chère. Très bien. Moi là, je suis entre toutes les familles de la Mauritanie, toutes les tribus de la Mauritanie. Je suis entre toutes les personnes de la Mauritanie, tous les villages de la Mauritanie, toutes les communes, tous les départements et toutes les régions. Moi, je peux me dire que je suis la citoyenne de la Mauritanie en entier. Et je me dis, attends, tous les problèmes qui vont toucher un Mauritanien, ils me touchent. Et je suis la première, je pense, concernée. Parce que là, j'habite à Sebra, mes enfants sont à Sebra. Quand il y a un désordre aujourd'hui, attends, ce discours, vous n'osez pas le tenir à Sebra. Il n'y a pas de problème à Sebra. Ils te disent, bon, là, quand il sort, il peut prendre mon enfant dans la rue. Il peut me prendre, il peut me ramasser dans la rue. Quelque chose. Mais moi, ce que je demande, je suis là à la télé. J'exhorte tous les Mauritaniens à un peu de retenir ces élections. Nous exhortons tous les Mauritaniens. Quand il y a des élections, c'est certain, c'est comme dans un match de football. Il y a quelqu'un qui va gagner et qu'il y a quelqu'un d'autre qui va rentrer sans rien. Mais soyons sportifs, qu'il triche, comme vous dites, qu'il ne triche pas. L'essentiel pour moi, c'est qu'on est parti dans des élections, on a eu ce qu'on a eu, 483 000 et quelques, soit un taux de 52%. C'est ce que je suis en train de dire. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Si vous voulez vous déverser pour moi, m'insulter, faites-le. Si c'est ce qui peut vous régler votre problème, faites-le. Je vous donne le temps. Je vous donne le temps. De vous à moi, il n'y a rien. De Ali à moi, il n'y a rien. Mais nous sommes devant le peuple mauritanien. Nous devons nous respecter. Il est mort, toi tu es Soninké, nous deux nous sommes des Halpulars. Et il n'y a pas de raison à ce qu'on se mette ici. Nous cherchons à unir ce peuple, à régler ses problèmes, à dire un mot aux citoyens lambda qui est en train de nous écouter. Mais attends, moi, je suis dans toutes les études. Qui a parlé de Tunis? Attends, mon frère, c'est ça votre jargon. Moi, ça ne me dérange pas de vous. C'est le jargon des gens de l'opposition qui ont pris l'habitude d'insulter des gens sur le palais. Et ça m'honore que vous m'insultez. Mais vous ne connaissez pas mon frère. Mais attends, qu'est-ce que tu es en train de dire? Mais vous avez un complexe d'être seul, ou bien vous pensez que moi c'est un problème pour moi d'être seul? Mais qui a évoqué ici un problème de race? Mais qui a un problème de complexe entre nous deux actuellement? Je pense que c'est vous, parce que votre discours, vous n'avez pas le courage de faire. C'est malade. On perd du temps. C'est plutôt malade ce que vous êtes en train de dire, parce que votre discours, aussi. Vous pensez que nous avons le temps de vous insulter? Mais tu es en train de m'insulter. Et ça m'honore. Je suis une femme aussi de ce poids. Ça m'honore que tu m'insultes. Parce que ton parti a insulté, ton président a insulté mon président. Toi-même tu es en train de m'insulter. Et ça ne me dérange jamais. Je pense que nous disons. Mais qu'est-ce que j'ai dit? C'est le fruit de la victoire. C'est qui mon président? Ce que tu es en train de dire là. C'est qui mon président? C'est le fruit de ma victoire. C'est qui mon président? Vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole. S'il vous plaît. Je vous respecte. C'est qui mon président? S'il vous plaît, M. Bourkhès. Actuellement, votre candidat a été désigné au premier tour de ces élections. Mais ce que les Mauritaniens attendent de votre candidat, c'est qu'il règle le problème du chômage, qu'il crée le passif humanitaire qu'on parle toujours, qu'il parle des problèmes de l'heure.
Oui. Je crois que votre candidat, dès qu'il sera, bien sûr, investi, il doit s'attaquer à ces problèmes-là. Oui, merci. Je crois que nous avons assisté à un débat qui est très passionnant et passionné. Les gens ont été très passionnés, mais je comprends. Mais avant de parler un peu du programme du candidat, la démocratie, c'est des règles du jeu. Tout d'abord, on se met d'accord avant, et puis on se lance. Et au finish, il y a un seul qui va sortir, mais en réalité, il ne faut jamais perdre de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est la démocratie. Surtout. C'est la démocratie. Nous sommes dans une phase d'apprentissage. On ne se rend pas compte qu'à chaque fois, on avance d'un pas. C'est pour la première fois qu'on a un président qui va sortir la matinée de sa maison et il y a quelqu'un d'autre qui va venir. Parce que par le passé, nous avons toujours eu l'habitude de dormir avec un président et de se réveiller le lendemain avec un autre président. Mais ma question, c'est voilà, donc ça, c'est... Quelles sont les priorités aujourd'hui, votre candidat doit s'attaquer dès qu'il soit investi? Aujourd'hui, les priorités, c'est la gestion de la frustration de la jeunesse. Vous savez, 70% de la population en dessous de 35 ans. Désormais, les politiques publiques doivent tenir compte de la majorité qui est une majorité jeune. Alors, quand on parle de la jeunesse, on parle de quoi? Tout d'abord, on parle de l'éducation. Parce que tout d'abord, il faut être formé, parce que vous parlez de l'emploi. Mais si vous n'êtes pas formé, vous ne pouvez pas travailler. Donc, tout d'abord... S'il vous plaît, Dahaba, s'il vous plaît, je vais venir sur vous. Voilà. Donc, pour nous, tout d'abord, c'est l'éducation. L'éducation, c'est exactement cet espace d'échange qui a disparu de la Mauritanie, peut-être depuis les 2 ou les 3 dernières décennies. C'est cet espace d'échange qu'il faut reprendre, où il y aura une école républicaine où tous les Mauritaniens vont se retrouver sous un même toit, ne serait-ce que de l'âge de 6 ans jusqu'à 18 ans. Parce que dans cette phase d'apprentissage, il y a certains réflexes et certains comportements qui naissent de cette proximité. Puis ensuite, c'est récupérer les gens qui sont peut-être victimes de ces 2 dernières décennies du système éducatif qui n'était pas très performant, d'essayer de renforcer les capacités de cette jeunesse pour essayer de l'intégrer dans ces perspectives économiques que notre pays va connaître. Ça, c'est parmi les choses qui sont prioritaires que nous allons faire, mais c'est surtout créer l'apaisement. Parce que quand on n'est pas dans un environnement de quiétude, on ne peut rien faire. Quand j'ai assisté tout à l'heure plutôt à un match de ping-pong, on est en train de se renvoyer la balle. À un moment donné, c'est contre-productif. Parce qu'on perd toujours l'objectif. L'objectif, c'est une Mauritanie réconciliée entre elles, où les gens se sentent bien, aussi bien qu'à Bogué ou à Birmograin ou à Delbogro, parce qu'on est tous Mauritaniens et il n'y a pas une communauté qui a un espace qui est réservé à elle-même. Mais ça, c'est des choses qui viendront avec le temps, avec surtout l'état de droit. Merci. Monsieur Dahaba, au-delà de ces querelles politiques, claniques, qu'est-ce que vous attendez de ce président, le prochain président de la République, en tant que jeune qui connaît bien sûr la problématique de la jeunesse mauritanienne? Avant de répondre à ta question, je voudrais dire à notre amie Madame Sow que mon candidat, non, je fais juste un éclaircissement, le connaissant n'a jamais insulté, il ne s'est même pas insulté qui que ce soit, et moi je ne l'ai jamais fait, ni à son égard, ni à l'égard de qui que ce soit. Parce que j'ai tellement de choses à dire, plutôt que de me lancer dans les invectives. Merci. Et le racisme dont elle fait allusion, je ne sais même pas de quoi de ce qu'elle veut dire. Donc ça, c'est des comportements qui ne sont pas du tout amicaux. Je rappelle que votre candidat, c'est Mohamed Ould Maouloud. Voilà, c'est très bien parce qu'on nous a habitués à un système, parce que quand on regarde l'apparence de la personne, bon, il est noir, certainement, son candidat peut être probablement noir, malheureux, c'est très malheureux. Je pense que ça, c'est quelque chose de très éloquent. Donc, en tant que jeune, je ne reconnais pas pour l'instant le président que vous nommez. Moi, je n'ai pas nommé. Vous avez dit... Moi, j'ai dit au-delà des querelles. Je ne reconnais pas ces élections, mais c'est très bien d'avoir précisé. Au-delà des querelles politiques, je pense que la situation, elle est très éloquente. La jeunesse mauritanienne se trouve aujourd'hui dans une situation alarmante. Notre ami a dit que nous faisons plus de 70%
de la population. Alors, on a plus de 31% de chômage. Et quand on regarde ce 31%, on va trouver 80 à 90%, c'est des jeunes. Donc, même si il y a des déficits au niveau de la formation, au niveau de l'apprentissage, parce qu'on a connu un régime qui, depuis 10 ans, nous chante comme quoi il n'y a pas d'adéquation entre la formation et la demande du marché. Peut-être vrai, mais pendant 10 ans, on doit vous demander qu'est-ce que vous avez fait. Est-ce qu'il y a un candidat qui a eu le courage de faire l'état des lieux? Pourquoi il n'y a pas d'adéquation entre la formation et la demande du marché? Dans ce cas, j'aimerais tout simplement dire qu'on a assisté à un régime qui a échoué pendant 10 ans. Et il y a un candidat du régime, bon, qui semble aujourd'hui être... un candidat de consensus. Disons, ils le disent, un candidat de consensus, mais ce n'est pas du tout un candidat de consensus. Tout à l'heure, on nous a dit qu'on veut nous faire avaler les pilules comme quoi ce n'est pas le candidat de Boun Abdelaziz. Moi, j'ai écouté une femme politique, certainement Khalil l'a écouté, ou bien eux-mêmes, comme quoi, lorsqu'en plein conseil de ministres, Ghazouani aura été désigné comme candidat. Donc ça, je pense que c'est un secret de polichinelle. Bref, pour revenir à votre question, c'est la formation de qualité, c'est la transparence dans l'accès à l'emploi, aussi bien au niveau de l'ENA que dans le secteur public. C'est donner les moyens nécessaires à cette jeunesse qui, dans tous les cas, ne pourra pas accéder à la fonction publique, non plus dans les secteurs, dans les sociétés publiques, mais surtout de leur donner tous les moyens nécessaires, que ce soit en matière de formation, pour pouvoir être compétitif dans le secteur privé, et d'autre part, que ce soit en matière de moyens, des moyens financiers, de l'accompagnement, des réformes juridiques, fiscales, etc., pour que l'entrepreneuriat des jeunes puisse en quelque sorte être soutenu, et puisque tous ceux qui entreprennent, 2 sur 3 jeunes qui prennent, ou bien 4 sur 5, ferment boutique. Après 2 ou 3 semaines, 2 mois, 3 mois, les entreprises meurent. Ça veut dire qu'on est dans une situation où le climat des affaires n'est pas propice à ce que la jeunesse puisse entreprendre des initiatives qui puissent non seulement se créer, se faire auto-employer, mais aussi créer de l'emploi. Donc je pense que ça, ce sont des choses qu'on doit attendre de tout candidat d'abord, parce que moi, je sais que mon candidat a pris le temps de faire ce diagnostic de la situation dans laquelle se trouve la jeunesse mauritanienne. Sans oublier, bien sûr, cette jeunesse qui est au niveau de la diaspora, qui ne trouve aucune perspective au plan national pour revenir. Après, bien sûr, les formations qui sont très compétitives au plan international, mais surtout au plan national, parce qu'il y a un monopole du secteur de l'emploi. Donc je pense que tout le monde, donc tous les message que vous lancez au futur président, c'est le message que vous lancez au futur président. C'est donner la place de la jeunesse, la place qui sied à la jeunesse, l'emploi, la formation de qualité, l'emploi et bien sûr la représentativité dans les hautes institutions de la République, que ce soit à l'Assemblée et dans les autres institutions, parce que la jeunesse est quasiment absente. Vous avez sillonné la Mauritanie, vous êtes dans l'humanitaire, vous êtes aussi dans le secteur privé, un entrepreneur, etc. Et la situation, c'est-à-dire ce que vraiment le candidat, ou bien le prochain président de la République, ce qu'il doit faire dès qu'il soit élu. J'ai bien écouté mon frère Hassana et mon frère Daba par rapport à leur attente du futur président, peu importe qui il est. Oui. Je l'ai dit et je le répète, l'essentiel pour moi, avant qui que ce soit ici, et au-dessus de tout le monde et au-dessus de ma tête, c'est la Mauritanie qui compte pour moi. Très bien. Ça, il faut que ça soit clair. C'est ce qu'on voulait. Seconde chose, Hassana a parlé d'éducation. Je le comprends. C'est réellement l'un des principaux problèmes de notre pays. Daba a parlé de l'entrepreneuriat. Je suis moi-même dans l'entrepreneuriat, de l'emploi, de la place qu'ici aux jeunes. Ouais. Mais moi, aujourd'hui, je fais partie de cette jeunesse qui dit, n'oublions pas l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est qu'il y a des Mauritaniens, comme vous et moi, assis ici, qui ont accès à l'état civil. Mais il y a d'autres Mauritaniens qui n'ont pas accès à l'état civil. Comment seront-ils éduqués? Comment vont-ils entreprendre? Une des démarches les plus importantes. Pour moi, de ce que j'attends du candidat qui va arriver, c'est d'offrir la possibilité et le droit, de garantir le droit à tous les Mauritaniens d'avoir accès de la manière la plus légale et la plus normale et la plus facile à l'état civil mauritanien qui cause aujourd'hui un problème au niveau de notre pays et
Les chiffres de la CENI ne mentent pas. 1 600 000 et quelques inscrits. Où sont passés les autres millions de Mauritaniens, dont la plupart n'ont pas, si d'autres ont des papiers et n'ont pas préféré s'inscrire, il y a une grande majorité qui n'a pas de papiers et qui doit avoir ces papiers. Ça, c'est un. La seconde chose qui est importante pour moi, Dahaba a touché un peu à cette diaspora. Ces enfants de la Mauritanie qui sont à l'extérieur de notre pays. Il faut les faire revenir. Non, il faut leur faciliter le retour de leur économie dans notre pays pour contribuer à notre développement en acceptant la double nationalité de manière automatique comme l'a défendu Sidi Mohamed Ould Boubacar, qui est mon candidat, qui l'a défendu. Aujourd'hui, je pense que la loi sur la double nationalité, elle existe, mais elle est soumise à une demande individuelle sur approbation du président de la République pour qu'elle soit acceptée et valide. Aujourd'hui, des pays comme nous, Penda a parlé du Sénégal, moi je le dis très souvent, je ne prends aucune référence sur aucun pays africain parce que pour moi, la Mauritanie, ici, avec les matières grises que nous avons, pouvons changer énormément de choses, tout en respectant les autres pays. Si nous acceptons de faire la double nationalité de façon automatique, et je me tourne vers Hassana, qui fait partie de ceux qui ont rédigé ce programme du candidat Ould Ghazouani, si jamais Ghazouani ou Boubacar ou Biram ou Karamidou Babou ou Mouloud, l'un d'entre eux arrive demain président de la République, qu'il en fasse un cheval de bataille. L'autre chose qui est très importante pour moi, et les Mauritaniens ont peur de parler de ça, mais moi j'ai jamais eu peur de parler des problèmes de mon pays. Parce que si vous voulez soigner un malade, il faudra dire au docteur, c'est ici qui me fait mal. Aujourd'hui, vous avez parlé du vivre ensemble. Vous avez parlé de l'apaisement. Pour moi, et je le dis solennellement, si on veut de l'apaisement, il faut libérer tous les détenus d'opinion, comme Samba Cham, comme les autres. Et je finis mon propos. Si on veut regrouper tous les Mauritaniens ensemble, il faudra faire un programme des citoyens mauritaniens et non des communautés mauritaniennes, et non des régions mauritaniennes, et non d'une partie au détriment de l'autre. Aujourd'hui, il y a la problématique du passif humanitaire qui se pose. Tous les candidats l'ont défendu, y compris votre candidat. Aujourd'hui, il ne faut pas que ça soit une utilisation, il ne faut pas que ça soit une utilisation de campagne. Les Mauritaniens ont enfin besoin de se retrouver ensemble, de parler des mêmes problèmes, de voir l'horizon ensemble, qu'on ne soit pas sur un plateau télé et qu'on dise on veut aller ensemble, mais réellement quand le président qui va venir ensemble, il va privilégier une partie au détriment de l'autre, comme l'a fait le président des pauvres qui a appauvri les riches et exterminé les plus pauvres. Merci Khalid. Je crois que l'émission prend terme, donc je vais donner à chacun d'entre vous 30 secondes. Dahabe est en train de sourire là. Vous avez 30 secondes, votre dernier mot. Mais attendez, avant les 30 secondes quand même, moi je devais parler aussi du programme de mon candidat, mais j'ai un candidat quand même qui a un programme. Non, le programme, déjà on votait déjà, on a dépassé le programme. Nous, on est sur les perspectives. Mais avant l'éducation, j'ai parlé de la santé. On a dépassé mon candidat avait parlé de la santé. Et mon président, dont le mandat doit finir, a fait quelque chose. Parce que si les Mauritaniens ne savent pas, je vais dire dans ce plateau, qu'il avait mis 3 milliards d'ouguiya pour le monopole des médicaments en Mauritanie, les psychotropes, les insulines, les produits cardiologie à 15 km de la ville. Mais attends, il est où? Attendez, mais doucement, s'il vous plaît, ne me coupez pas. Non, je termine. Attendez, ne me coupez pas mes secondes, j'ai pas de secondes. Ce gars, attendez, un peu de retenue, mon cher frère. Moi, je vous respecte. Respectez-moi, s'il vous plaît. J'ai dit que pour ce monopole, tu as dit qu'est-ce que les présidents ont fait. Ou l'un d'entre vous a dit qu'est-ce que le président qui est passé, dont le mandat est en train de finir, qu'est-ce qu'il a fait? Ce président dont le mandat est en train de finir, il a créé ce qu'on appelle le monopole. Dans les seuls pays de l'Afrique subsaharienne, il y a la Mauritanie et deuxièmement, c'est le Rwanda qui l'a fait. Il nous a donné 3 milliards d'ouguiya pour le monopole. Il a mis le monopole sur les antibiotiques, sur les psychotropes, sur les insulines, sur les produits de cardiologie et sur les hormones. Et ça, j'ai dit qu'en termes de santé, quand on parle de la santé, les Halpulaar, ils disent s'il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'éducation. S'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'emploi. S'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de légalité. Mais moi, je demande à mon candidat, mon président qui est élu, je demande à ce qu'il fasse la justice sociale. Je veux qu'il y ait une justice, que tous les fils de la Mauritanie soient égaux devant les postes. Il y a la justice. Il y avait la justice, mais quelque part, il y a des gens qui se sentent il y a des gens qui se sentaient marginalisés. Mon candidat, Madame Sow, ils sont exclus. Et ceux qui sont exclus, il est venu pour les exclure. Alors, je vais mettre terme à cette émission. 30 secondes. Très bien. Voilà, donc je vous remercie.
Je crois que notre campagne a fait défaut de ne pas avoir beaucoup vulgarisé son programme parce que mes deux collègues amis ici auraient gagné beaucoup s'ils avaient lu le programme parce que toutes leurs préoccupations se trouvent dans le programme du candidat Mohamed Al-Ghazouani. Merci. La place d'entrepreneuriat, l'état civil est un droit. Ce n'est pas une faveur qu'on accorde aux citoyens. C'est un droit, mais c'est un système qui vient d'être mis en place. Il se mettra, il va se professionnaliser. Merci. Et tous les Mauritaniens ont leur état civil. C'est leur droit. Merci. En tout cas, moi, mes 30 secondes, c'est d'abord m'excuser auprès de Diagana, auprès de tout le monde ici. Nous étions dans un débat. Vous savez, nous sommes tous des frères. Nous sommes tous enfants de cette nation. Merci. Mais nous n'avons pas le droit, peut-être, par création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun d'entre nous a sa manière de raisonner et de voir les choses. Donc quand on est ensemble, on peut ne pas s'entendre. Mais au sortir de ce plateau, restons comme des frères. Et je clôture mon propos en vous invitant et en invitant à votre candidat et à tous les autres candidats qui seront aux affaires demain, que ça ne soit pas juste des affaires de programme, mais des réalités. Merci. 30 secondes. Le 22 juin 2019 aura marqué l'histoire de la Mauritanie à jamais. Le peuple mauritanien s'est exprimé en faveur du changement. Quelle que soit la confiscation de cette expression populaire, je pense que la Mauritanie, c'est tout ce qu'on a. On a connu des histoires douloureuses, on a connu des passés douloureux. Et je pense qu'actuellement, ce qui doit prévaloir comme priorité pour tout citoyen mauritanien, je pense que c'est, on a parlé de l'apaisement, c'est le dialogue. Merci. Tant qu'il n'y a pas de dialogue, tant qu'il n'y a pas de volonté politique à résoudre les problèmes de la Mauritanie, on risque vraiment de ne pas avoir un pays. En tout cas, merci beaucoup, M. Khalid Diallo, conseiller des candidats Sidi Mohamed Boubacar. Merci aussi à mon frère Dahaba Djibril Diagana, membre du bureau politique UFP. Merci aussi à Aminata Sow, Edith Penda, membre du bureau politique aussi de l'UPR, et Hassan Boukhrès, chargé de mission du candidat Mohamed Al-Ghazouani. Quant à vous, je vous invite demain d'être derrière les Mourabitoun parce qu'on veut que notre équipe qui nous unit, nous tous, n'est-ce pas, hein? Qui nous unit, nous tous, Inch'Allah, que l'équipe va gagner demain, Inch'Allah, et merci beaucoup.